Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast et une nouvelle fois avec une invitée. C'est la deuxième fois que j'invite quelqu'un dans ce podcast, mais je trouvais que le thème, la thématique s'y prêtait bien. En effet, on va parler des relations toxiques, de la perversion narcissique, du stress, de l'angoisse, du rapport aux autres, du rapport au monde et donc du rapport à soi. Ce sont des thématiques, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que j'ai souvent développées, mais j'avais très envie que ce soit une spécialiste du domaine qui vous en parle aujourd'hui. Et donc, je vous présente Caroline. Caroline est psychologue clinicienne en psychopathologie avec de nombreuses spécialités. Elle est psychologue depuis 2011, donc elle a quand même pas mal d'années de pratique derrière elle. Et dans ses spécialités, on retrouve notamment le stress, la maladie, l'accompagnement au deuil, soins palliatifs, oncologie, l'accompagnement des émotions, de la relation au corps, des angoisses. Mais également, elle fait de la thérapie de couple avec une spécialisation dans la communication dans le couple, hein, l'accompagnement aussi des émotions au sein du couple, des relations et également, elle accompagne les personnes qui ont fait face malheureusement à une situation de burn-out, notamment burn-out professionnel. Bref, il y a de nombreuses spécialités, mais vous ne serez pas étonnés parce que lorsqu'on est, eh bien atypique, on est souvent, passionné par plein de domaines et j'espère vraiment, que ce podcast va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai adoré mon échange avec Caroline, donc j'espère que ça sera pareil pour vous et je vous mets bien sûr dans la description toutes les informations si vous souhaitez par la suite la contacter. Bonjour Caroline, je suis très contente de t'accueillir dans mon podcast. Vraiment, je suis ravie. Je t'ai présenté donc juste avant. J'ai expliqué qui tu étais, ton parcours, tes spécialités. Et c'est vrai que on a beaucoup échangé toi et moi, et c'est pour ça que je t'ai invitée dans ce podcast, pour parler en fait d'un sujet qui revient souvent auprès de la communauté, des personnes qui me suivent, des personnes qui sont hypersensibles, en tout cas qui ont la sensation d'avoir une plus grande sensibilité que la moyenne et qui souffrent souvent du coup des relations avec les autres, notamment dans le monde professionnel. Je sais que toi, t'accompagnes eh bien notamment des personnes faire face et se reconstruire après un burn-out professionnel. Sans parler de burn-out ou de relations complexes, beaucoup de personnes mettent le terme assez facilement, et tu me diras ce que tu en penses, de pervers narcissiques, manipulateurs. À ton avis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment on peut être sûr qu'on est dans une relation toxique? Et qu'est-ce que tu pourrais en fait proposer aux personnes qui ont la sensation d'être là-dedans ou qui ont vécu des relations qui sont difficiles? Alors, bonjour Elodie. Déjà, je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi. Concernant l'appellation pervers narcissique, personne toxique, je pense que ça aide la personne qui est dans la relation à se mettre à distance de tout ça. Donc, moi, dans mes accompagnements, par exemple, j'essaye d'éloigner justement cette étiquette-là, d'identifier ou de trouver la raison chez l'autre qui le pousse à être envers nous toxique, pour pouvoir se recentrer en fait sur notre propre potentiel. Et c'est là-dessus où ça va être, où tout va se jouer. Parce que du coup, si on donne la puissance à l'autre, on se l'enlève, et à partir de là, ça devient chaotique pour pouvoir se reconstruire. Je comprends ce côté de j'ai besoin de mettre un mot pour pouvoir me reconstruire, mais comment on reste pas bloqué justement là-dedans parce que parfois on a la sensation de se dire j'ai besoin d'être vraiment reconnu comme une victime. Donc est-ce que réellement on a besoin de passer par cette phase de reconnaissance d'être une victime pour pouvoir se reconstruire et comment on fait pour la dépasser? Alors, je pense que être reconnu par l'autre en tant que victime est très important pour la personne qui est en souffrance. Ça permet de légitimer le vécu. Parce que du coup, lorsqu'on est victime de harcèlement, ou lorsqu'on est en proie dans une situation, une relation toxique, on perd en légitimité, on perd en confiance en soi, on perd en estime de soi. Et du coup, ça enlève toute la légitimité de pouvoir aussi en sortir, de se dire mais ok, qu'est-ce, quelle est ma responsabilité, quel est mon droit de sortir de là. C'est le regard de l'autre en premier, comme il m'a détruit, qui va permettre du coup de rendre légitime le fait de sortir de là. Encore une fois, c'est accorder la puissance à l'autre et pas à soi. Enfin, est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, je me fais harceler au travail par mon manager, est-ce qu'il faudrait que ma manager me reconnaisse ou est-ce que ça peut passer par une autre forme de reconnaissance? Parce que c'est très compliqué dans les faits que la personne qui nous a mis mal reconnaisse qu'il nous a mis mal. Alors, il est
très très rare qu'une personne reconnaisse vous avoir mis mal. Si vraiment effectivement la personne tombe sur un pervers narcissique, par contre, c'est mort. Jamais elle ne reconnaîtra ses torts. Dans la question du harcèlement au travail, il y a ceux qui jouissent de la situation ascendante sur la personne. Et pareil, c'est des personnalités qui peuvent être assez intelligentes et qui du coup ne vont pas reconnaître l'intégralité de la situation. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître avoir bousculé la personne, peut-être avoir mal parlé dans cette situation, mais ils ne vont jamais reconnaître l'impact que ça a eu. Donc du coup, souvent, la victime a besoin d'être défendue. Et c'est ce que le regard de l'autre va lui apporter, mais ça va plus être l'entreprise, l'extérieur, et généralement, en réalité, c'est surtout le lieu où se produit cette relation. Donc quand c'est des relations toxiques, par exemple dans le couple, c'est la famille et les amis qui vont avoir ce devoir de légitimité. Et quand c'est au travail, ça va être réclamé entre guillemets par la victime, j'aime pas trop ce mot-là, mais par la personne qui subit la situation. Ça va être l'entreprise et les collègues qui seront pris à partie. Ça va être leur regard qui va apporter la légitimité de dire oh là là, elle a vécu ça. L'autre personne est effectivement un monstre, euh, entre guillemets, hein, parce que du coup, on va aussi sortir de cette image-là. Donc maintenant, tu peux te reconstruire. Mais sans le regard de l'autre, c'est hyper compliqué, effectivement. Si c'est pas possible, imaginons que ça soit pas du tout possible, est-ce que tu penses que le fait de passer par l'étape d'aller voir un thérapeute, d'avoir un psy, de parler, le fait que ça soit un professionnel qui est totalement en fait à l'extérieur de cette situation, nous reconnaisse en tant que victime, est-ce qu'il fait ça ou est-ce que c'est pas son rôle de le faire? Et est-ce que ça peut aider du coup à la personne de se reconstruire? Alors je pense que le rôle du psy ou du thérapeute, en tout cas de la personne qui va être choisie pour accompagner à dépasser tout ça, oui, il y a une part de reconnaissance, c'est-à-dire de rendre légitime déjà le vécu de la personne. Heu, Elle ne va pas venir poser un mot sur l'autre parce que du coup il est pas en thérapie, donc on va éviter de dire: «Bah oui, effectivement, vous êtes tombé sur un pervers narcissique, un vrai salopard» ou un truc du style. Mais par contre, oui, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous me décrivez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez enduré, est réel. Parce que du coup, c'est son récit, c'est son histoire et c'est son ressenti surtout. Donc le thérapeute va venir poser, la légitimité de tout ça, effectivement. Maintenant, encore une fois, c'est très compliqué parce que du coup, les personnes qui sont dans cette attente-là de légitimité l'espèrent vraiment par les personnes qui ont assisté à la situation tout au long où elle a duré. Par exemple, en entreprise, il va y avoir ce besoin de reconnaissance aussi pour prendre sa part de responsabilité. Les victimes attendent que l'autre la défende, mais aussi reconnaisse qu'ils ont laissé faire. Mmh. Sinon, derrière, il y a le sentiment d'injustice qui est là, et c'est une émotion qui est très complexe à dépasser et qui est souvent très très forte chez les personnes sensibles. Et c'est là où ça complique vraiment le dépassement de la situation. Alors, on va revenir là-dessus, mais je me disais que peut-être tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est la différence et donner en fait des définitions au terme de pervers narcissique, manipulateur, relation toxique. On entend beaucoup ces mots-là, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que parfois c'est un peu vulgarisé à l'extrême et que c'est beaucoup utilisé, genre ah mais lui c'est un PN, on entend souvent ça. De quoi il s'agit exactement la perversion narcissique? Est-ce que tu peux l'expliquer de manière simple mais assez concrète? Alors, de manière simple et assez concrète, alors effectivement, je pense déjà que c'est beaucoup vulgarisé, hein, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Sur le quotidien, j'en vois souvent et on entend souvent ce terme-là autour de nous. Un pervers narcissique, c'est déjà une personnalité, dysfonctionnelle et et qui est aussi, cassée, mais très très intelligent. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre, pour le coup, d'être pervers narcissique. Ah oui, c'est une On élite. est c'est une élite, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut leur reconnaître quand même, le potentiel qu'ils ont, dans cette situation-là. Il faut bien savoir que c'est une personne qui consciemment, va mettre en place des stratégies de dominance, du coup, sur l'autre, avec un processus de déconstruction de l'estime de soi chez sa victime. Donc
Quand je dis consciemment, c'est-à-dire que, quand il prend la personne au piège, il a choisi déjà, mais par rapport à quelque chose qu'elle lui évoque. Et là, on rentre dans le patho, un peu dans le pathologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une part chez le pervers narcissique qui est inconsciente. C'est-à-dire qu'il va pas être, lui, à la recherche de ses traumas et de pourquoi il agit comme ça. Il a un besoin, il va le satisfaire. Ça s'arrête là. Et pour le satisfaire, il va mettre en place des stratégies de dominance et surtout de fusion. C'est-à-dire qu'il va manger, phagocyter, vous savez, comme les phagocytes en fait. Il va venir phagocyter sa victime et l'isoler à l'intérieur de son propre univers. Et donc du coup, selon les pervers narcissiques, vous n'avez pas le même univers intérieur non plus. Donc c'est quand même quelque chose qui est difficile à généraliser dans le vécu des victimes. Mmh. Mais ce que vous allez toujours retrouver, c'est effectivement la déconstruction de l'estime de soi, l'isolement social de la personne et aussi le fameux jeu de rôle avec je t'agresse et je redeviens victime. C'est un peu le triangle de Karpman, où effectivement il va passer de bourreau à agresseur, à victime, et puis il va venir sauver la situation. Et c'est un jeu de rôle, un jeu relationnel que la personne maîtrise parfaitement et dont pour le coup il a parfaitement conscience, parce que du coup il va analyser vos points faibles et il va s'en servir. Donc le meilleur moyen de sortir d'une relation avec un pervers narcissique, ben, c'est la fuite. C'est-à-dire que cherchez pas, il n'y a pas midi à 14h. Si vous tombez sur sur une réelle personnalité de ce style-là, qui est pathologique quand même, rappelons-le, ben c'est foutu. C'est-à-dire qu'il vous englobe dans son univers, donc il n'acceptera jamais que vous sortiez de son univers. Il vous phagocyte. Je Alors, pense que c'est l'image la plus parlante au niveau. j'ai beaucoup de personnes, notamment de femmes, qui m'expliquent avoir, en tout cas, ce genre de personnalité, enfin voilà, dans leur entourage. Les questions qui reviennent, la première, c'est est-ce que le pervers narcissique a conscience, de faire autant de mal, en fait? La deuxième, c'est Oui, est-ce ça que l'amuse. alors attends, du coup, la deuxième, c'est est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut l'aider à changer ça? Parce que moi, j'ai la sensation que beaucoup d'hypersensibles, c'est par hyper empathie déjà, ne veulent pas forcément non, penser que cette personne est mal intentionnée et ont envie, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de croire qu'on puisse être autant mal intentionné et ils ont envie de faire changer cette personne, en fait, de la sauver. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, Alors, je pense que c'est là-dessus que le pervers narcissique base tout son jeu. Et à partir du moment où on joue, on perd. À partir du moment où on joue avec, obligatoirement, on va perdre. On ne change pas une personnalité qui est cassée. Alors, faut savoir qu'on est tous cassés, hein. On est du verbe être et du verbe naître aussi, parce qu'à un moment donné, on a cassé quelque chose en nous, et c'est parce qu'on a su le réparer qu'on se construit et qu'on avance. Maintenant, lui, il s'est construit autrement. Donc, il y a personne qui peut changer ça. Maintenant, faut pas confondre, il y a des personnalités qui ont des angoisses de séparation. Les psychotiques, par exemple, qui ne décompensent pas, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de pathologie qui est associée derrière, ont quand même un mode de relation fusionnel. Et la relation fusionnelle peut aussi être toxique. C'est-à-dire que si on n'est pas sur le même mode, la personne nous veut pour nous tout seul, dès qu'on s'éloigne, c'est compliqué, dès qu'une relation est créée avec un autre, c'est compliqué, même si c'est avec la famille. Donc du coup, c'est pas pour le coup des personnalités pervers narcissiques, ça va être des personnalités en grande souffrance. Mais là encore, vous n'êtes pas la solution. Personne. La seule personne qui va avoir la solution, c'est bah, pour le coup, c'est la personne en souffrance. Donc c'est à elle de faire la démarche et de réaliser qu'elle est en souffrance. À partir du moment où vous jouez le jeu et que vous répondez à son besoin en étant présent, en voulant la sauver, en lui apportant ce regard narcissique, ce regard qui va venir nourrir ce côté narcissique, ce côté égocentrique qui est fragile, qui est en souffrance, bah, vous perdez. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui joue avec l'amour que vous lui portez. Alors quand je dis jouer, c'est pas jouer dans le sens pervers là pour le coup, c'est jouer dans le sens inconscient, c'est-à-dire que c'est un peu comme du chantage affectif. Une personnalité, rien à voir, mais pour prendre un exemple qui va correspondre, dans l'anorexie mentale,
Le processus de chantage émotionnel est le même. Quand je vais, jusqu'à me priver de nourriture ou les chantages au suicide aussi, ça va être de la même gamme. Donc là, c'est parce qu'il y a un amour, un attachement et qu'on le sait, qu'on est un peu pris au piège dans cette relation. Donc tant que l'autre ne répondra pas à mon besoin, je vais pouvoir, faire vibrer cette corde chez lui pour qu'il ait le sentiment de me sauver et à ce moment-là, le cercle recommence et là, c'est foutu. Donc quand vous êtes en relation avec quelqu'un, qui dysfonctionne, peu importe si c'est pathologique ou pas pathologique, c'est pas à vous de le sortir de là. C'est la base. Comment on se sort de là? Tu parlais de fuite, dans le cas où, par exemple, bah, on a été marié, qu'on a des enfants avec cette personne, tu vois, je trouve que c'est un lien hyper compliqué, heu, dans ces situations-là qu'on peut pas fuir parce qu'on a quand même un lien, avec cet enfant. Hem, quel conseil tu pourrais donner? Alors ça peut être cette situation ou d'autres, hein, je sais pas, mais comment on C'est fait pour hyper compliqué. Je crois qu'avoir des enfants avec une personne, c'est pire que le mariage. oui, totalement. On est liés à vie. En vrai, c'est un couple, Voilà, parce fait, que du coup, si vous arrivez à vous séparer, le jeu se fera via l'enfant ouais. et ça va être en répétition jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge, la capacité et la conscience de dire stop. Et ça, c'est méga compliqué parce que du coup, c'est un marathon. C'est un marathon où il va falloir vraiment travailler sur soi, sur le soi, sur la construction et la solidité du soi, d'une autre, et la distanciation à l'autre. Sachant que, bah, c'est un peu comme marcher sur des œufs, quoi. Mmh mh. Donc là, c'est des situations qui sont hyper complexes parce qu'à partir du moment où vous sortez de la relation, bah, c'est vous qui devenez bourreau et agresseur. Donc du coup, la situation peut vite tourner à votre désavantage. Je pense savoir où tu veux en venir, mais pour être que ça soit sûr pour tout le monde, en fait, on devient bourreau parce que si on sort de la relation, la personne, en fait, se fait passer pour la victime auprès de l'enfant et nous donne le mauvais Exactement, oui. donc Alors pas que auprès de l'enfant, parce que là, du coup, ce qu'il va y avoir, c'est le jeu relationnel. mmh mh. C'est le jeu relationnel avec les amis, avec la famille, avec toutes les infos auxquelles vous n'aurez pas accès. Si je perds le contrôle sur vous, je vais passer par tout ce qui vous touche, tout ce à quoi vous tenez pour venir, déconstruire l'image que vous avez. Donc c'est un peu un jeu sans fin quand il y a des enfants au milieu. Alors quelle solution on a? En fait, comme tu le disais, on peut pas, en fait, faire changer l'autre, on peut pas faire changer la personne. Alors, de ce que je comprends et dis-moi si je synthétise bien, mais c'est compliqué de dire si la personne est PN ou pas, mais finalement, on va se concentrer, non pas finalement sur cette étiquette, mais sur le fait que la relation ne nous convient pas, ou on se sent en tout cas malmené, maltraité, et on peut pas la faire évoluer, on va travailler sur soi, du coup. On peut quitter cette relation, soit on la fuit, soit on la quitte, mais comment on se reconstruit du coup à la suite, après ça? Alors, je pense que c'est en reprenant, confiance, déjà, parce que du coup, si vous avez une relation de ce type-là, peu importe l'étiquette, si, elle est pathologique ou juste dysfonctionnelle, le plus important, quoi qu'il arrive, c'est de regagner en puissance. Donc vraiment, c'est d'arrêter de jouer, d'arrêter de répondre, d'arrêter, ce processus qu'il va y avoir et vous allez le sentir, ça va parler de culpabiliser. L'autre va renvoyer un sentiment de culpabilité et de peur aussi, de crainte, par rapport à vos mouvements, aux prises de décision que vous pouvez avoir et aux répercussions qu'elles pourraient avoir. Donc il y a un peu ce jeu de non-dit. Donc l'idée, c'est d'arrêter de jouer. C'est hyper compliqué, hein, ce que je dis. Enfin, ça paraît simple comme ça, mais en pratique, c'est compliqué. Mais c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire que peu importe la relation, qu'elle soit au travail, qu'elle soit personnelle, c'est le stop qui va compter. À partir du moment où vous n'êtes pas bien dans une situation, prenez-en conscience et arrêtez de jouer dans la relation, arrêtez de jouer dans cette situation-là. Sortez et vous regagnerez de la puissance. C'est en sortant qu'on regagne de la puissance et donc du coup, si je ne joue pas au jeu, bah, la personne elle est ni bourreau, ni victime. J'arrête de jouer en fait. Donc du coup, au bout d'un moment donné, bah, ils jouent pas. Alors certains vont gagner en, comment dire? En énervement, en colère, en frustration. Surtout le vrai pervers narcissique. Heu, c'est pour ça que je vous dis dans ces cas-là, cherchez pas en fait, partez. Du coup, vous resterez toujours dans son univers.
Si vous êtes vraiment sur une personnalité dysfonctionnelle, pathologique, vous resterez dans son univers quoi qu'il arrive. L'idée, c'est que vous vous en sortiez et vous vous en sortiez. Pour ça, il faut reconstruire quelque chose de solide autour, où il a le moins d'impact possible. Il y aura toujours un écho, hein, quand vous tombez sur ce genre de relation, il y aura toujours à un moment donné, la personne qui va vouloir revenir, retoquer, repasser, peu importe l'ouverture, hein, ils vont les sentir, ils vont les voir et ils vont essayer de s'y faufiler, que ce soit par un ami, par le boulot, par un tierce et cetera. Heu, c'est là où c'est très compliqué et la meilleure défense reste le stop, je joue pas. Alors, je vais essayer de synthétiser pour que les gens puissent avancer petit à petit, hein, parce que tu me dis beaucoup de choses hyper intéressantes. De ce que je retiens pour le moment, c'est effectivement qu'il y a 4 en fait, petits tips que tu nous as partagés. Déjà, c'est la reconnaissance d'être une victime. Il faut chercher la reconnaissance à travers les yeux des autres, que ça soit dans l'environnement ou peut-être auprès d'un thérapeute. En tout cas, c'est hyper important en fait qu'on légitime pour pas en fait que le sentiment d'injustice continue à s'alimenter. Le deuxième, c'est de ne pas jouer au jeu, en fait, de mettre un stop, du coup, de ne plus rentrer dans ce jeu, ce qui est très difficile parce faut avoir conscience d'être dans le jeu et souvent, ces personnes-là, comme tu nous as dit, nous amènent finalement dans leur monde à eux et dans ce monde justement où on perd tout le temps dans leur jeu. Puis le troisième, c'est regagner en puissance et en confiance, du coup, de qui on est. Et pour ça, il faut recréer un environnement qui est assez safe, assez solide, où la personne, en tout cas, qui nous est toxique, a le moins d'impact possible. Est-ce que j'ai bien résumé? Impeccable. Et du coup, la question qui me vient, c'est, OK, imaginons qu'on ait réussi à faire toutes ces étapes, ce qui n'est déjà pas évident. Je crois qu'après, il y a une sorte de stress chez les personnes et de crainte de renouer une relation avec quelqu'un. Que ça soit dans le monde personnel, si jamais on a une relation amoureuse toxique, ou dans le monde professionnel, si on a eu effectivement un environnement malmenant, c'est cette crainte finalement de se dire, et si ça recommence en fait? Et ce stress qui peut en fait générer même de l'angoisse et de l'anxiété sociale. Alors tu peux peut-être d'ailleurs nous expliquer la différence entre stress, angoisse, anxiété, ces choses-là souvent, c'est un peu tout mélangé. Et finalement, comment on travaille là-dessus pour retrouver confiance en l'autre, en fait, en autrui? Alors ça fait beaucoup de questions. Peut-être la différence stress, angoisse, peut-être une petite parenthèse sur ces termes-là qu'on Ah, utilise. la différence entre stress, angoisse, anxiété. Alors, la couleur émotionnelle est la même, d'accord? On est vraiment dans la couleur de la peur. Maintenant, l'angoisse, c'est le brouillard. Vous voyez, c'est un peu, comme avancer et vous identifiez pas vraiment de quoi vous avez peur. Il y a des doutes, il y a de l'appréhension, mais vous voyez mal le chemin devant, OK? La peur, elle est, plus identifiable. Vous arrivez à mettre un mot dessus, vous arrivez à savoir, qu'est-ce qui peut être, déclencher cette émotion-là. L'anxiété, c'est le sentiment, c'est un peu la durée, de l'émotion d'angoisse en réalité. Mais, sur l'anxiété, sur les troubles anxieux, pareil, c'est mieux identifié. Quand vous faites une crise d'angoisse, par exemple, ou une crise de panique, c'est très vague, ça vous submerge, ça vous prend, là et c'est vraiment cette idée de brouillard. L'anxiété, c'est, la situation est anxieuse. Donc vous voyez, j'identifie C'est sur beaucoup le plus terme, le en fait, c'est pas juste un pic, c'est sur le terme. Ouais, voilà, c'est ça. ça va durer, OK. Et le Et sur stress? l'identification de la problématique. D'accord, ouais, OK. C'est surtout ça qui va jouer la différence entre les 2. Et le stress? L'angoisse, j'appréhende. Alors le stress, c'est une émotion qui est beaucoup plus fonctionnelle, qui est positive, Ça, c'est important qu'on et qui pose. est pas traitée de la même manière par le cerveau, donc on est toujours, hein, sur la même couleur émotionnelle. Mais par contre, une situation va me stresser, je vais l'identifier. Mais si elle me stresse, c'est qu'inconsciemment, je connais l'enjeu de la situation. Ce qui Mmh. n'est pas la même chose dans l'anxiété et l'angoisse, où je n'arrive pas à identifier, les enjeux, j'arrive déjà difficilement à identifier qu'est-ce qui, dans la situation, me provoque cette émotion-là. Dans le stress, ça va être, beaucoup plus, identifiable. Par exemple, une présentation orale, un examen, rencontrer une personne. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus, pragmatique, hein, aller chercher une baguette de pain ou faire ses Mmh. courses seul, prendre la voiture. J'ai beaucoup aussi de personnes qui ont des difficultés à conduire seules, donc qui vont stresser, de
pour le coup, de stresser de conduire dans le brouillard, donc qui ont regardé la météo avant de partir. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus, identifiable, et du coup, on connaît l'enjeu beaucoup plus facilement de la situation. Si j'arrive à mettre un mot sur l'enjeu, je peux beaucoup plus facilement sortir de cet état de stress Bien et sûr. parfois, je peux même le transformer en adrénaline. OK. Du coup, le cerveau va pas le traiter de la même manière. Le stress produit, une hormone qui s'appelle le cortisol, qui met du temps à être éliminée par le corps, parce que du coup, elle est pas reconnue par le système, immunitaire. Donc 1 minute de stress, ça équivaut à 1 heure pour l'enlever du système immunitaire. On Ah n'est ouais. jamais stressé qu'1 minute. Ouais. Donc la quantité de cortisol que l'on a, le corps, il sait la supporter, mais il met du temps à l'enlever. Alors qu'avec l'adrénaline, on sécrète un neurotransmetteur qui va nous permettre de réfléchir plus vite et d'agir plus vite. Et le pas entre les 2 est juste une question de perception OK. Et là, dans notre cas à et de nous, confiance en soi. OK. Et dans notre cas à nous, de personnes qui sont tombées sur des relations du coup toxiques, malmenantes, heu, il s'agit de quoi là On du va plus être sur de l'angoisse. Parce que l'enjeu est pas net, en fait, dans ces relations-là. On veut OK. sauver, on aime la personne, on veut pas croire qu'elle est vraiment comme ça. Et quand on va aller questionner: «Mais qu'est-ce qu'il pourrait me faire?» «Bah, je sais pas, je le sens pas». Enfin, vous voyez, l'identification est beaucoup plus floue et à partir du moment où c'est flou, pour en sortir, c'est encore plus compliqué. Et alors, qu'est-ce que tu peux proposer comme petit conseil, même si effectivement, c'est compliqué parce qu'un conseil ne peut pas convenir à tout le monde, on est d'accord. Mais est-ce que tu as des petits tips comme ça qui peuvent, bah, peut-être aider les personnes à sortir de cette angoisse, soit parce qu'ils sont encore dans la relation, soit ils en sont sortis, mais ils ont peur en fait de nouveau de lier une relation qui peut être malmenante? Alors là, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, comment faire confiance à l'autre, du coup, Mmh, c'est ça? Hem, on peut pas faire confiance à l'autre si on se fait pas confiance à soi. mmh, Et je pense que c'est vraiment la base et la confiance, alors c'est rigolo, alors d'habitude je dessine ça sur un bout de papier pour montrer aux gens comment ça fonctionne. Pour moi, c'est 3 cercles, 3 bulles qui sont, interconnectées les unes aux autres. La confiance en soi, la confiance en la vie et la confiance en l'autre. Et si l'une de ces bulles n'est pas pleine, elle a un impact sur les 2 autres. OK. Donc il est compliqué, d'avoir confiance en soi si je fais pas confiance en l'autre et si je fais pas confiance en la vie, parce que du coup, bah, ça a un impact sur comment j'évolue et il est difficile de faire confiance en l'autre et en la vie si j'ai pas confiance en moi. Donc c'est un gros tout, la confiance. Maintenant, la base, c'est, je pense, la connaissance de soi. C'est ça la clé et ça, je pense que c'est un conseil qui peut aller avec tout le monde, qui est très universel, parce que du coup, vous pouvez pas savoir si vous allez retomber sur un taré ou pas, qu'il soit taré de manière génétique ou, parce que la vie l'a cassé. Mais, heu, mais quoi qu'il arrive, si vous prenez conscience de votre potentiel, si vous prenez conscience de votre puissance, bah, vous en sortirez, en fait. C'est OK de faire une expérience, c'est OK, de tomber, d'être trompé par l'autre, par ce que l'autre vous a vendu, mais il faut avoir conscience que quoi qu'il arrive, vous pouvez sortir de là. Si vous arrivez à comprendre et à avoir cette idée que, bah, vous savez vous relever, parce que c'est comme ça qu'on est fait en réalité, hein. Quand on est petit, on apprend à marcher et beh, on tombe. Mmh. Personne n'a appris à marcher du premier coup. Personne n'a appris à parler du premier coup. Personne n'a appris à siffler du premier coup. Il y a encore des adultes qui savent pas siffler, moi y compris. Donc il faudrait que je m'entraîne et pour ça, il faudrait que j'échoue. Et la relation à l'autre, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, en grandissant, on a appris à avoir peur aussi. Et donc du coup, on a plus appris à avoir peur qu'à avoir confiance en notre propre nature de nous relever. On a tous ce potentiel-là de nous relever, et de changer de direction si celle-ci nous convient pas. Mais on ne peut pas changer de direction si on ne se connaît pas. On peut pas changer de direction si on n'a pas le bon GPS ou qu'il est mal programmé. Mmh, mmh, Et, mmh. et ça, c'est un conseil universel qui match avec tout le monde. Voilà. Alors, du Faire, coup, faire sa propre connaissance. tu m'offres une magnifique passerelle quand tu parles, voilà, de ces 3 cercles, confiance en Avec soi, plaisir. autre et confiance en la vie. Parce que là aussi, beaucoup de questions dans ma communauté, mais comment avoir confiance en la vie quand on voit tout ce qui se passe dans le monde? Ça déclenche beaucoup d'angoisse chez les gens. Alors, je pense qu'il y a
une manipulation médiatique de toute façon et qui est là et qui est compliquée. On a toujours la sensation que notre génération, il se passe le pire des choses et que c'est de pire en pire. Donc je pense que voilà, il y a ça, mais il y a quand même ce sentiment parfois de forte angoisse, d'éco-anxiété, on en parle aussi beaucoup, d'angoisse aussi pour nos enfants, lorsqu'on a des enfants, se dire mais quel monde on laisse à nos enfants, ce genre de choses qui font que bah là, confiance en soi, bon ok, confiance en l'autre, ok, mais alors confiance en la vie, on fait comment quand on est là-dedans? Ah bah alors là, il faut se connecter à soi en fait. Il faut arriver à refaire le lien avec nos valeurs et s'aligner. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez universel et qu'on oublie et qu'on a naturellement, je pense, quand on est et quand on est enfant, on le voit chez les enfants et qui se perd par les normes, par notre culture, par la société et par cette influence médiatique hein, qui est non négligeable. Euh, mais s'aligner sur ce qu'on a envie de vivre en fait. On crée ce sur quoi on s'aligne aussi. Comme on crée quand on a peur, si je m'aligne sur mes peurs, eh bien je vais tourner autour de ça. Alors j'aurais beau vouloir les éviter, ben, à un moment donné, je vais finir par les percuter quoi. Parce que mon chemin tourne autour de les éviter. Et donc du coup, la vie est belle. Je pense qu'il y a un équilibre. Alors effectivement, on voit beaucoup d'horreur et il y a beaucoup d'horreur. Et franchement, ce monde peut parfois être affreusement angoissant, terrifiant et nous faire paniquer, c'est certain. Mais pas que. Pas que parce qu'il y a aussi parce que c'est la nature en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mal qui va exister sans le bien et sans son inverse de manière équitable aussi. Et ça, on le voit pas au niveau médiatique, mais vous avez énormément de personnes qui font du beau, qui font du bien, comme bah, il y en a aussi énormément qui font du mal et qui font des horreurs. Mais globalement, l'univers de tout temps s'équilibre. Et ça, c'est un peu de la physique quantique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de balance, plus ou moins. Et il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Par contre, ce qui vous appartient, c'est de vous aligner sur ce que vous avez envie de vivre et qu'est-ce que vous faites pour le vivre. Et du coup, on en revient au mouvement qui nous appartient. Et pour moi, la confiance, c'est le mouvement. Bah, super. Alors du coup, effectivement, là, la boucle est bouclée. Mais j'ai une dernière question parce que effectivement, là, on parle faire face à la toxicité des autres, faire face peut-être à la toxicité du monde. Mais qu'en est-il de sa propre toxicité? Je m'explique. Tu vois, en t'écoutant, peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, oh là là, et est-ce que moi je suis toxique? Est-ce que moi je suis une personne malmenante? Comment je peux savoir si c'est pas moi le pervers ou la perverse narcissique, tu vois? Je sais que j'ai beaucoup de personnes HPI qui me disent, écoute Elodie, j'ai des fois la sensation que je peux manipuler les autres. Je veux pas forcément le faire, mais je vois l'impact que j'ai sur les autres. Ça m'angoisse. Et est-ce que finalement, c'est pas moi qui crée des relations toxiques? Est-ce que tu peux répondre à ça? Comment on peut savoir si soi-même, en fait, on est pervers narcissique? Alors, je pense que la réponse, elle est assez claire, là, mais je te laisse répondre. Et sinon, ben, comment savoir si soi-même, on peut être toxique pour les autres? Alors, j'en reviens à ce que je disais au tout début, on est tous cassés. Donc potentiellement, on peut, par nos propres failles, blesser l'autre. Du coup, il se peut qu'un jour, on soit effectivement la personne toxique de quelqu'un. Et pour s'en rendre compte, si vraiment c'est quelque chose qui vous tracasse et qui vous met à mal, cette question vous taraude entre guillemets, c'est l'écoute. C'est l'écoute qui va vous permettre de dire: «Ah bah tiens, dans cette situation, tu ressens telle ou telle chose, donc du coup, comment j'y ai participé? Comment j'y participe? Et est-ce que ce que tu me demandes pour en sortir de cette situation est cohérent avec mes valeurs?» Si effectivement mes valeurs sont incohérentes avec la personne avec laquelle je partage ma vie ou avec, une personne que je rencontre au boulot et ça peut être OK, c'est-à-dire que les valeurs, elles sont pas universelles, hein, enfin on en a tous des différentes donc c'est OK, mais donc du coup, je vais, limiter les contacts aussi avec cette personne. Je vais apprendre à reformuler les choses différemment pour qu'elles coïncident avec mon schéma de pensée, sans venir heurter le schéma de pensée de l'autre. Mais pour en arriver à cette communication-là, il faut d'abord qu'il y ait une réelle écoute et une réelle, verbalisation du problème. Et ça, dans notre société, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne vont pas arriver à verbaliser le problème. Il va y avoir d'abord des non-dits, du silence, et après il va y avoir, un sentiment de rancune qui va s'installer. Et là, quand les liens sont rompus,
ça devient très compliqué, de remettre du sens, de remettre de la réparation dans la relation, même si cette réparation ne veut pas dire créer une relation, impeccable et proche et cetera, mais juste créer une relation fonctionnelle pour pouvoir soit travailler ensemble, soit vivre avec votre voisin à côté, si, voilà. Mais effectivement, on peut, à un moment donné dans notre vie, tous être toxiques pour quelqu'un d'autre. Et vous le saurez que par l'écoute et l'attention que vous accordez à l'autre. Vous ne pouvez pas revenir sur le vécu, le ressenti d'une personne. Si elle vous dit: «Oh là là, j'ai trop l'impression que tu es comme ça, comme ci, ou dans cette situation, tu m'as fait ça, ça». OK. Si pour vous, c'est pas le même, vécu, qui sera souvent le cas, n'ayez pas peur en fait de reformuler, d'aller de l'autre côté, voir: «Bah OK, vas-y, montre-moi pourquoi tu as vécu ça comme ça. Montre-moi dans cette situation, qu'est-ce qui fait que, tu as ressenti ça? Qu'est-ce que j'ai pu faire, puis dire?» Ne vous défendez pas en fait de ce ressenti-là. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui a pu le générer et le provoquer. Souvent, parfois, c'est une peur, c'est une blessure qui refait surface, qui n'a aucun lien avec vous, en réalité, mais vous venez la réveiller par qui vous êtes. Hem Et quand vous arrivez à reformuler la problématique de la personne, le ressenti de la personne dans la situation de manière factuelle et le plus objectif possible, vous arrivez à sortir de ça. Et donc du coup après il s'agit d'une question de bienveillance et d'attention, si vous le souhaitez, parce que vous pouvez dire: «Bon bah OK, là ce que tu me dis c'est pas cohérent, j'ai pas envie de m'en mêler et on s'arrête là», et c'est OK aussi. Ou sinon vous pouvez dire: «Bah OK, tu important pour moi, ce que tu me dis, je le comprends pas tout à fait, mais je prends conscience qu'il se passe quelque chose pour toi. Donc c'est OK, moi ça ne me coûte pas, donc je vais faire attention à telle et telle chose, qui sont dites», et généralement ça passe. Si la personne se demande: «Et moi, suis-je une personne est-ce que je suis un PN?» Ah! Bah non, déjà si vous vous posez la question, non. Voilà, c'est Soyez ça, oui. rassurés. Voilà, soyez rassurés, et en même temps, alors, j'ai envie de vous dire, c'est parce que le pervers narcissique va se dire: «Mais non, moi je suis pas comme ça» et cetera, mais il aura pas l'honnêteté d'y répondre à cette question. Si vous souffrez de l'idée que vous puissiez être un pervers narcissique, heu, il se peut, que vous le soyez pas, clairement pas du coup, parce que vous vous remettez en question sur quelque chose, et en moins, pour moi, ça fait quand même tilt, parce que si vous vous posez la question, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est réveillé chez vous. Donc il y a quand même aller quelque chose à aller gratter, pas dans le sens du mode dysfonctionnalité, pas dans le sens où vous seriez quelqu'un, de mauvais, mais dans le sens où si vous pensez l'être, si vous culpabilisez à l'idée, de pouvoir avoir ce potentiel-là, bah, c'est qu'il se joue quand même quelque chose chez vous qui est à découvrir. C'est intéressant parce que je sais qu'on m'a souvent posé cette question en disant: «J'ai peur d'être quelqu'un de mauvais, d'être quelqu'un qui manipule les autres». On m'a souvent dit ça. Moi, c'est vrai que je vois derrière le potentiel, tu vois, du HPI, parce que le HPI souvent a cette capacité d'analyse, de suranalyse, de comprendre l'autre, de voir des fois l'autre même au-delà de ce qu'il connaît de lui-même. Et donc forcément, il y a cette attention, dire: «Attention, si j'en fais pas trop, je me rends compte que je peux vite manipuler l'autre ou l'amener là où je voudrais parce que, justement, j'ai peut-être cette confiance que l'autre n'a pas». Mais justement, moi j'ai tendance à répondre, et tu me diras si tu penses la même chose, mais j'ai tendance à répondre que justement si la personne a conscience de ça, a réfléchi là-dessus, a envie de faire attention justement à ça, ça veut dire qu'elle est quand même, dans l'écoute de l'autre et avoir envie justement que la relation soit la plus saine possible et moins dans en tout cas dans le schéma de rapport de force qu'il y a souvent dans les relations. Est-ce que tu veux répondre à ça? Si vous avez la capacité à manipuler l'autre, on l'a tous, hein, techniquement. Alors effectivement, les HPI l'ont davantage parce que la vitesse d'analyse, la capacité d'analyse, de ressenti, d'empathie, et cetera est beaucoup plus développée et acquise. Donc du coup, on peut bouger les pions comme sur un échiquier beaucoup plus rapidement, avoir des coups d'avance en réalité. Et c'est là où on se dit: «Ah bah tiens, je sais ce qui va jouer, et cetera, donc paf, paf, paf», et puis du coup je me dis: «Oh merde, j'ai manipulé la situation». Bah oui, clairement, très bien. Mais ce qui va changer la donne en réalité, c'est ce que vous allez en faire de ce potentiel. C'est-à-dire que si vous voulez emmener quelqu'un à un endroit parce que ça vous fait plaisir, mais que lui techniquement ça lui coûte rien, et que dans ce jeu de pions, il y a pas d'impact sur lui, OK. Enfin je vois pas, parce que tout est manipulation, toute relation, faut bien le savoir, hein, toute relation, toute communication est manipulation.
Mais à partir du moment où il y a réciprocité dans l'échange, où je donne autant que ce que je prends, entre guillemets, que ce que l'autre va consciemment me donner, si on sort de ce côté-là, eh bien, c'est OK, le deal est respecté. Maintenant, si vous prenez plus que ce que vous donnez, bah là, il y a quand même anguille sous roche, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra être vigilant, pas à pas en abuser, quoi. À pas venir nourrir son propre côté narcissique et son besoin de confort à soi, au détriment de l'autre, parce que l'autre va être en capacité de donner. Et c'est quelque chose que vous retrouvez aussi souvent dans les relations avec les personnes sensibles et bienveillantes. Elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Et l'autre, il prend par confort et parfois il en joue un peu parce qu'il sait très bien que bah, vous allez donner. Par S'il habitude. déplace ce pion, etc., par habitude et aussi par don de soi. C'est-à-dire on a évolué aussi avec, surtout les femmes, hein, elles ont grandi dans le don de soi, être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne travailleuse entre guillemets, bah, c'est se donner soi. Donc on est beaucoup plus sacrificiel que les hommes. Et, euh, et on le fait parfois sans y réfléchir. Mais une fois que vous rentrez là-dedans, ah bah vous donnez le potentiel à l'autre d'obtenir de vous. Et il y a cette espèce d'iniquité, on se dit ah mais moi j'ai tout fait, lui non, etc. Bon, ok, mais tu as participé. Vous voyez. Donc quand j'ai le potentiel inverse d'amener l'autre à ce que je veux, j'en suis responsable. Et c'est la notion de responsabilité qui va différencier le patho et le dysfonctionnel de la personne lambda. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez la responsabilité de vos mouvements et des mouvements que vous proposez, pour pas dire imposer à l'autre, et qu'il est libre d'en disposer, bah c'est ok. C'est ok. Mais voilà, à réfléchir s'il y a réciprocité dans cet échange. Et c'est ça, la relation, une bonne relation. J'ai Je sais fini? pas si j'ai répondu à la question. Non, totalement, totalement. Moi, j'aime beaucoup cette idée de responsabilité, de prendre sa part de responsabilité, mais sans la culpabilité. Et je pense qu'on va finir là-dessus parce que le temps passe du podcast. Mais j'aime beaucoup, terminer sur cette idée de finalement soyons responsables. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser d'une relation ou de Tout ce à qui fait. on a tendance à se culpabiliser, à s'auto-flageller et à être bloqué après parce qu'en fait on a utilisé toute notre énergie dans ça là-dedans, dans l'auto-flagellation, et où il n'en reste plus pour s'interroger sur notre part de responsabilité. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut regagner en puissance. J'aime beaucoup cette expression que tu as utilisée. Se retrouver de la puissance, ça peut parler, je pense, un peu plus que le mot résilience qu'on entend beaucoup et que tout le monde met plein de choses derrière, Oui. alors que c'est quand même un terme psy de base. Tandis que regagner la puissance, c'est quand même, je pense, quelque chose qui peut aussi parler en termes d'énergie aussi, de retrouver de l'énergie pour soi, par soi, pour Et pouvoir c'est se... un mot qui parle à l'ego aussi. Ah, C'est voilà, pas pour rien. tu l'utilises. Il Et n'y a ben pas de voilà. hasard. Non, mais tu as raison. Parlons à notre ego, parce que c'est aussi lui qui nous permet en fait de rebondir. On n'en a pas parlé, Exactement, tout à fait. mais Tout c'est à merci fait. à lui de nous permettre aussi de rebondir, quoi. Il a, il en a un peu marre, il a envie de se C'est secouer. exactement ça. Mais c'est ça, c'est être cohérent avec soi et pouvoir s'aligner aussi sur nos valeurs et du coup sur cet ego-là qui est nourricier et qu'il faut nourrir aussi. Merci Caroline, Ça merci. fait pas de nous, du coup, des personnes égocentriques, hein, faites Non, attention, je précise. merci Parce que beaucoup. du coup, ça va pas plaire à tout le monde sinon. Merci à toi. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me le dire sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on refera un autre épisode avec Caroline pour répondre s'il y a trop de questions. Et sinon, vous pouvez la contacter. Je vous mettrai Avec plaisir. son site au-dessous là. Je sais pas où est-ce que vous allez écouter le podcast, mais dans la description du podcast, vous avez donc le lien de son site, qui n'est pas à jour, mais il y a quand même son mail, elle m'a dit. C'est ça, exactement. Elle a pas le temps, elle a beaucoup de travail et vous pouvez bien sûr la contacter si vous souhaitez une thérapie effectivement avec Caroline en visio, c'est totalement possible puisque sinon tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu es très très prise et tu as un emploi du temps assez dingue. Donc je te remercie encore plus de nous avoir donné de ton temps aujourd'hui pour ce podcast. C'était avec grand